La maîtresse de mon mari m'a prise pour la femme de ménage. Quand elle a débarqué chez nous, elle ignorait totalement que c'est moi qui dirige l'entreprise où bosse son père. Samedi après-midi, elle a sonné à la porte, et à peine ai-je ouvert qu'elle m'a tendu son manteau hors de prix en lançant « Tu peux prévenir Richard que je suis arrivée ?» Elle était persuadée d'avoir affaire au personnel de maison, absolument pas à l'épouse de Richard depuis 12 ans. Je suis restée plantée, son manteau entre les mains, pendant qu'elle entrait chez moi avec un aplomb hallucinant, comme si elle en était propriétaire. Blonde, à peine 25 ans, la robe plus chère que le loyer mensuel de la plupart des gens, elle a balayé l'entrée du regard et lâché « Il faudrait refaire un peu la déco. J'en toucherai un mot à Richard. Richard, c'est mon mari. Enfin, c'était mon mari. Celui avec qui j'ai construit cette maison, littéralement brique par brique, en accumulant 2 jobs pour qu'il puisse finir médecine. Celui qui, apparemment, s'est trouvé une maîtresse à peine plus âgée que notre fille, et qui pense qu'il va faire rénover ma maison selon ses goûts. « Il est tout, Richard ?» m'a-t-elle demandé sans même daigner me regarder. « Il n'est pas là », j'ai répondu. « D'accord. Il revient bientôt ? J'ai pas toute la journée. »« Et toi, tu es qui ?» a-t-elle enchaîné, alors que tout devenait limpide pour moi. « Je suis Alexis, la copine de Richard. Et toi ? Le personnel de maison, si j'ai bien compris. » Elle a éclaté de rire. « Évidemment. D'habitude, Richard prend du personnel avec un peu plus de style. T'es nouvelle ici ? Le personnel ? Chez moi. En jean et sweat universitaire. Une tenue de samedi, tout ce qu'il y a de plus banal. J'avais vraiment la tête de la femme de ménage pour cette gamine pleine de suffisance. Je travaille ici depuis 12 ans, j'ai précisé. 12 ans ? Mais Richard n'habite ici que depuis 5 ans. Oui, 12, c'est ça. Elle a levé les yeux au ciel, visiblement blasée. Le personnel invente toujours des histoires sur leur ancienneté. Dis-lui juste que je suis installée dans le salon. Elle a filé direct, s'est calée sur mon canapé, pieds posés sans gêne sur la table basse. Cette table que Richard et moi avions chinée et restaurée ensemble la première année de notre mariage. « Tu peux m'apporter un verre d'eau ?» a-t-elle crié. « Avec du citron, mais pas trop de glaçons. » Je suis revenue avec de l'eau, pas de citron, beaucoup trop de glaçons. Soupir dramatique. Elle avait l'air outrée. « C'est Richard qui t'a formé ? Ce n'est pas comme ça qu'il aime qu'on fasse les choses. » Et il aime comment, Richard ? Bien faite, avec efficacité et du respect pour ses invités. Tu viens souvent ici ? Je passe tous les mardis et jeudis quand sa femme bosse. Parfois le samedi, si elle va à son club de lecture. Autant dire, j'ai pas de club de lecture. Et je ne travaille plus ces jours-là depuis 2 mois. Ça, Richard l'ignorait totalement. « Toi, tu as l'air de bien la connaître, sa femme. » ai-je lancé. Nouveau fou rire. « Oh, j'en sais assez. » Une vieille qui se laisse aller, chiante, paraît-il, Richard reste avec elle pour éviter de se ruiner en divorce. C'est ce qu'il te raconte ? Tout le temps. Il dit qu'elle l'a coincé jeune, quand il ne savait pas ce qu'il voulait. Maintenant, il est bloqué avec une femme tristounette qui ne doit même pas savoir ce que c'est que le botox. Je me suis touché le visage, presque malgré moi. 37 ans, quelques rides, certes, mais bon, Richard mérite mieux, continue-t-elle. Quelqu'un de jeune, joli et qui comprend ses envies. Pas une femme au foyer qui pense qu'un dîner à 2, c'est déjà toute une aventure. Peut-être qu'elle travaille, ai-je soufflé. Oh, s'il te plaît. Richard dit qu'elle fait un petit boulot dans une boîte quelconque. Sûrement secrétaire ou un truc du genre. Rien de sérieux. Mon petit boulot. Créer et diriger la société que j'ai montée il y a 8 ans, avec 200 salariés, qui paie cette maison, la voiture de Richard, son cabinet qui perd de l'argent depuis 3 ans. Son cabinet se porte bien, non ? Elle m'a lâchée à mi-voix, confidente. Entre nous, pas du tout. Mais tu sais ce que c'est quand on manque un peu de mordant. Il a besoin d'une femme qui le motive, pas d'une qui le conforte dans sa douceur. Ou alors, c'est elle qui règle les factures pendant qu'il cherche sa voie. Avec son salaire ridicule ? Allons, Richard, c'est l'homme. C'est lui qui assure, évidemment. J'ai tout simplement pris mon portable dans la cuisine et envoyé un SMS à Richard qui, comme tous les samedis, tapait la balle au golf. Urgence à la maison, rentre vite. Il me répond qu'il est au milieu d'une partie. Je précise, le plafond de ton bureau s'est effondré. 15 minutes plus tard, le voilà à la porte. J'ai retrouvé Alexis au salon. Richard arrive d'une minute à l'autre. Enfin, je voulais lui faire une surprise. On part à Cabo la semaine prochaine. J'ai loué une villa géniale. Cabo, sympa et cher. Il paie tout, comme toujours. Un vrai mec. Ça fait longtemps, vous deux ? 6 mois. Les 6 plus beaux mois de ma vie. Il m'offre tout. Les meilleurs restos. Tu savais qu'il a claqué 8 000 $ pour mon collier d'anniversaire ? Oh oui, je savais. Notre compte commun. Et c'est mon salaire ridicule qui l'alimente. Il est généreux, ai-je commenté. Très, mais seulement avec celle qui le mérite. Sa femme, elle, doit se contenter de bouquets de supermarchés et de restos moyens, probablement. La voiture de Richard s'est garée devant la maison. Il est rentré, paniqué pour son plafond effondré, et il est tombé nez à nez avec Alexis. Il a blêmi, puis il m'a vu. Là, il est carrément devenu livide. « Richard !» Alexis a bondi. « Surprise ! Je suis venue te voir. Alexis, qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'attendais. Ton employé m'a fait entrer. Mais franchement, elle n'est pas terrible. Tu devrais en changer. » Mon employé ? Il s'est tourné vers moi. Je lui ai souri, un sourire de façade, pendant qu'il passait par tous les stades de la panique en quelques secondes à peine.
Il cherchait visiblement le premier mensonge plausible pour s'en sortir. Il a tiré sur sa cravate déjà défaite, a reculé d'un pas comme s'il hésitait entre la fuite et l'immobilité totale. Alexis souriait toujours, inconsciente de la panique de Richard qui le submergeait comme une vague de chaleur en plein été. Elle a commencé à avancer, sûrement pour l'embrasser ou le toucher, mais elle a vu la tête de Richard et s'est figée. Son sourire s'est effacé. Elle m'a lancé un regard incrédule, cherchant à comprendre pourquoi Richard n'était, soudain, vraiment pas ravi de la voir. J'ai bien vu qu'elle s'attardait sur ma main gauche, là où ma bague de mariage scintillait, celle que Richard m'avait passée au doigt, 12 ans plus tôt, lors de notre cérémonie modeste à la mairie, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de faire dans le grandiose. Un rayon de soleil est venu frapper la bague, et Alexis l'a regardée sans ciller, complètement absorbée, pendant au moins 3 secondes. J'ai senti l'instant où elle a compris, rien qu'à son expression. Elle a tourné la tête vers Richard, puis vers moi, et son visage a pris une série d'expressions tellement lentes que ça en aurait été presque comique, si seulement ça ne se passait pas chez moi. Richard a fini par articuler, la voix rauque, un peu étrange. Il a bafouillé que j'étais sa directrice administrative, que je m'occupais des comptes, des dossiers, tout ce fatras administratif. Il a enchaîné plus vite, comme si, à force de parler, il pourrait rendre son mensonge crédible. Un court instant, Alexis a eu l'air de respirer. Ses épaules se sont détendues, un demi-sourire est réapparu. Alors j'ai levé la main gauche bien en évidence, la bague pile dans son champ de vision, et j'ai pris soin de préciser, de la façon la plus limpide, que j'étais sa femme depuis 12 ans, la même dont elle venait de parler pendant 20 minutes, pendant que je la servais en eau glacée. En un clin d'œil, la couleur s'est évaporée de son visage, si vite que j'ai vraiment cru qu'elle allait tourner de l'œil et s'effondrer sur le parquet. Ses yeux se sont arrondis, elle a ouvert la bouche en parfait O, et elle a reculé d'un bond jusqu'à heurter la porte du salon. Son réflexe a été de se rattraper d'une main à la moulure, pour ne pas vaciller, pendant que son sac de marque glissait de son épaule pour finir sur le sol, dans un bruit feutré, presque distingué, qui a brisé le silence. Je voyais bien qu'elle essayait de digérer ce que je venais de lui lancer. Son regard jonglait entre ma bague, mon visage, et la mine coupable de Richard. Sa respiration s'est accélérée, sa main s'est portée à sa gorge, comme si elle cherchait son souffle. Richard a voulu intervenir, il s'est avancé. Mais j'ai levé la main, et, d'un ton ferme, je leur ai dit de s'asseoir dans le salon, parce qu'il était temps d'avoir une vraie discussion, sérieuse, d'adulte. Je me suis forcée à garder une voix posée, alors qu'à l'intérieur, mon cœur battait tellement fort que j'en avais un bourdonnement dans les oreilles. Richard a ouvert la bouche, sûrement pour objecter, argumenter que ce n'était ni l'endroit ni le moment, ou pour sortir une excuse bien rodée, mais il a croisé mon regard et s'est rétracté aussitôt. Il est allé s'installer au bord du canapé, l'air prêt à détaler au moindre bruit. Alexis, un peu sonné, l'a suivi, comme en pilotage automatique, avançant prudemment jusqu'à s'asseoir aussi loin que possible de lui, tout en restant sur le même canapé. Moi, je suis restée debout. Hors de question de céder le moindre avantage. J'ai fixé Alexis, puis je lui ai demandé calmement de me raconter en détail sa relation avec Richard. Elle a aussitôt cherché son approbation du regard, espérant sans doute qu'il lui souffle la réponse ou qu'il lui donne le feu vert pour parler. Richard triturait nerveusement ses doigts, les yeux baissés. Alexis, elle, a ouvert la bouche plusieurs fois sans dire un mot, et quand enfin elle a réussi à s'exprimer, sa voix n'était plus qu'un murmure hésitant. Elle m'a expliqué qu'ils étaient ensemble depuis 6 mois, après s'être connus lors d'une soirée de bienfaisance à l'hôpital, où Richard tentait de grappiller des recommandations pour son cabinet. Puis elle a glissé, d'un ton presque honteux, que Richard lui avait confié son mal-être conjugal. Il se disait incompris, lassé d'une femme terne et vieillotte, incapable d'apprécier sa véritable personnalité. Sa voix s'est éteinte sur ces mots, comme si soudain, toute cette mascarade lui paraissait absurde. Richard a voulu intervenir, s'excuser ou se justifier, la tête levée, la bouche entr'ouverte, mais je l'ai coupé net avant qu'il ne prononce un seul mot. Je me suis tournée vers Alexis, l'interrogeant sur l'argent, sur tous les cadeaux que Richard lui avait faits, gardant ce ton aussi détaché que si je parlais du temps qu'il fait. Elle a commencé à lister, d'une voix toute différente de celle, assurée, qu'elle avait plus tôt lorsqu'elle croyait encore que je n'étais que la bonne. Elle a cité des restaurants presque inconnus pour moi, des adresses branchées où chaque dîner devait valoir une semaine de courses pour le commun des mortels. Puis le collier à 8 000 $ pour son anniversaire, les séances shopping où Richard lui offrait chaussures, sacs et vêtements, les week-ends dans des hôtels en bord de mer à quelques heures d'ici, et même ce séjour réservé à Cabo, une villa à 12 000 $ la semaine. Ne t'inquiète pas du prix, je veux te faire plaisir, qu'il lui avait soufflé. Sa voix s'est mise à trembler à nouveau et j'ai vu ses yeux briller de larmes. Là, j'ai sorti mon portable, ouvert l'application de la banque, fait défiler sous leurs yeux les relevés de cartes que j'épluchais depuis 1 mois pour comprendre où passait tout notre argent. Je leur ai montré chaque ligne. Dîner au Bernardin, 470 €, bijoux chez Tiffany, 8200 €, nuit au Ritz, 600 € pour une seule nuit. Alexis pâlissait à vue d'œil en réalisant le montant de tout ce que Richard avait dépensé pour elle en 6 mois, et je voyais dans ses yeux qu'elle en faisait déjà le compte. Elle s'est tournée vers Richard. « C'est vrai? Tu as vraiment tout payé avec l'argent de ta femme ?» Et le mot « femme » a éclaté d'un coup dans l'air, comme si le prononcer lui arrachait la gorge. Richard a bredouillé. Il a tenté de justifier. C'était compliqué. Le cabinet traversait une mauvaise passe. Il rembourserait tout dès que ça irait mieux.
Je ne l'ai pas laissé terminer. J'ai souligné que pour la 3e année de suite, son activité était déficitaire et que c'était mon salaire qui comblait les trous pendant qu'il se construisait une image de médecin à succès, assez riche pour entretenir une maîtresse. Alexis a porté la main à la bouche, poussant un petit cri, sur le point de rendre son déjeuner. Je lui ai expliqué posément que j'assumais seule les pertes du cabinet de Richard, le remboursement de sa voiture, le paiement du crédit de la maison, bref, toutes les dépenses pendant que monsieur jouait les généreux bienfaiteurs grâce à mon travail, ce petit job qu'elle trouvait si risible lors de ses remarques d'il y a peu. Alexis avait l'air à 2 doigts de rendre son déjeuner sur mon canapé et, franchement, je ne pouvais que la comprendre. Son conte de fées venait de voler en éclats et Richard n'était plus ce grand homme généreux et brillant qui la ferait rêver ou la protégerait de tout. De son côté, Richard restait prostré, regard vissé sur ses mains, le visage rouge, pas de honte, non, de colère, comme s'il m'en voulait d'avoir dévoilé la vérité sur notre situation financière à Alexis. À ce moment-là, Alexis s'est complètement effondré. Ce n'étaient plus quelques larmes discrètes, mais des sanglots bruyants qui faisaient dégouliner son mascara en grosses traînées noires sur ses joues. Elle s'est essuyé la figure du revers de la main, en étalant encore plus son maquillage, puis elle a jeté un regard d'abord à Richard, ensuite à moi, et un déclic s'est produit. Je l'ai vue se redresser vivement sur le canapé. Elle s'est tournée vers Richard et l'a apostrophé à propos de son père, en lui rappelant qu'il lui avait promis un coup de pouce pour sa carrière. Le rouge est monté encore plus aux joues de Richard, qui s'agitait sur place, embarrassé mais silencieux. J'ai pris le relais et demandé calmement à Alexis le nom de son père. Elle a murmuré « Nox Mercado », sans me regarder. J'ai senti un froid me traverser. Je savais très bien qui était Nox Mercado. Il travaillait dans mon exploitation depuis 4 ans. Un employé sérieux, sans plus, sûrement pas le genre à recevoir une promotion. Je me suis tournée vers Richard et je lui ai demandé si, oui ou non, il avait vraiment promis d'aider Nox à grimper les échelons dans ma boîte. Richard, toujours muet, s'est contenté de fixer le parquet et j'ai compris aussitôt la vérité. Qu'il ait pu promettre pareil coup de main à sa maîtresse, sans même m'en toucher un mot, m'a retournée. Alexis s'est remise à pleurer de plus belle, et cette fois, c'était de vrais sanglots désespérés qui faisaient trembler tout son corps. Entre 2 hoquets, elle a traité Richard de minable et lui a demandé, brisé, combien de ses belles paroles avaient réellement été sincères. Richard, lui, est resté planté là, les yeux toujours rivés sur ses mains, comme si une solution allait magiquement en sortir. J'ai fini par me lever et annoncer à Alexis qu'il valait mieux qu'elle quitte la maison, sur le champ. Contrairement à ce que j'imaginais, elle n'a pas cherché à discuter. Elle s'est contentée de saisir son sac de luxe posé sur la table basse, a attrapé le manteau qui l'attendait sur la chaise et s'est avancée vers la porte. Je l'ai suivie pour m'assurer qu'elle ne changeait pas d'avis. Juste avant de partir, la main sur la poignée, Alexis s'est retournée. D'une petite voix, elle m'a dit qu'elle était désolée et qu'elle ignorait que j'étais réelle. La remarque m'a presque fait rire, tellement c'était bizarre. Évidemment que j'existais. Sans attendre, elle est sortie, a rejoint sa voiture et je suis restée à la regarder s'éloigner avant de refermer et verrouiller la porte derrière elle. Quand je me suis retournée, Richard était là, a tenté d'attraper mon bras. J'ai vivement reculé, lui intimant de ne pas s'approcher. Il s'est alors lancé dans un monologue précipité, martelant que cette histoire ne comptait pas, qu'il m'aimait, qu'il allait y mettre fin pour qu'on s'en sorte tous les deux. Il débitait ses excuses à une telle vitesse qu'on aurait pu croire qu'en parlant assez vite, il pensait effacer la réalité. Je lui ai coupé la parole, la main levée, et j'ai demandé depuis combien de temps il me mentait, pas seulement pour Alexis, mais pour le cabinet, les finances et ses mystérieuses absences du mardi et jeudi. Son visage s'est fermé, il a de nouveau baissé les yeux, puis il a fini par admettre que le cabinet peinait depuis plus de 3 ans. En fait, plutôt 5, a-t-il avoué du bout des lèvres, et qu'il ne savait pas comment me le dire. 5 ans à me mentir surtout, alors qu'il puisait dans mon argent pour sauver son entreprise. Il a reconnu être écrasé par ma réussite, que tout le monde savait que c'était moi qui faisais bouillir la marmite, pendant que lui donnait l'illusion de réussir dans sa vocation. Je lui ai rappelé que j'avais cumulé 2 boulots pour qu'il réalise son rêve de médecine, que j'avais bâti mon entreprise à la sueur de mon front, tout en soutenant sa carrière. Et voilà comment il me remerciait après 12 ans de soutien sans faille. Richard a tenté de répliquer, mais je lui ai coupé, net. Je lui ai ordonné de préparer une valise et de partir ce soir, que ce soit à l'hôtel ou chez quelqu'un, mais qu'il devait avoir quitté la maison dans l'heure. Il a voulu objecter, prétextant que c'était aussi chez lui et qu'il avait le droit de rester. Mais je l'ai remis à sa place. Seul mon nom était inscrit sur l'acte de propriété, chaque mur payé de mon travail. Il a essayé de protester, la bouche ouverte, puis s'est ravisé sans un mot. Je lui ai simplement indiqué l'escalier pour qu'il aille faire ses affaires. Il a monté les marches sans se retourner et j'ai entendu le va-et-vient de ses pas à l'étage. Je me suis dirigée vers la cuisine, j'ai sorti une bouteille de vin, me suis servi un verre bien tassé et me suis assise à la table, tentant d'encaisser la réalité. 12 ans de mariage qui s'effondraient là, sous mon toit. Le silence régnait, seulement troublé par les bruits de Richard qui rangeait ses affaires à l'étage, tiroirs et portes claquant dans la nuit. Je me suis alors demandé comment j'avais pu ne pas voir venir tout ça, ou si au fond, je m'étais voilé la face, trop effrayée à l'idée que tout tombe en ruine. J'ai entendu les pas de Richard dans l'escalier, puis il s'est arrêté sur le pas de la porte, sa valise à la main. Il l'a posée, a bredouillé une dernière excuse et juré qu'il ferait n'importe quoi pour arranger les choses. J'ai pris une longue gorgée et lui ai répondu que la seule chose à faire, c'était de partir et de me laisser réfléchir, qu'à partir de maintenant, tout passerait par avocat,
et qu'il ne devait plus me recontacter directement. Il a attrapé sa valise et s'est dirigé vers la porte. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, se refermer, puis le bruit lointain de sa voiture qui quittait l'allée. J'ai réalisé que j'étais seule dans cette cuisine, mon verre à la main, lourde de tout ce qui venait de se jouer. Je l'ai reposé sur la table, les doigts qui tremblaient. Le silence était si profond que le moindre bourdonnement du frigo ou le tic-tac de l'horloge résonnait comme un coup de massue. Je suis restée là, à garde, à regarder dans le vide pendant de longues minutes, jusqu'à ce que les larmes reviennent. Pas ces jolies larmes discrètes. Non, les vraies, celles qui vous défigurent, vous coupent le souffle et vous laissent lessiver. J'ai pleuré pour chaque mensonge, pour chaque nuit où j'ai enchaîné 2 jobs pour lui permettre de vivre son rêve, convaincue qu'on avançait ensemble, alors que toute mon histoire s'était écrite à l'envers. Je me suis mise à pleurer chaque fois que je devais renflouer le cabinet, persuadée que ses promesses allaient enfin se réaliser et que les choses allaient s'arranger. J'ai aussi pleuré en comprenant à quel point j'avais été aveuglée, incapable de voir ce qui se passait sous mon propre toit, les mardis et jeudis. Ce qui m'a le plus brisée, c'est de réaliser qu'il était resté avec moi. Non pas par amour ni tendresse, mais simplement parce qu'un départ lui aurait coûté trop cher. J'étais pratique, voilà tout. Un compte en banque sur pattes. Je suis restée assise à la table de la cuisine jusqu'à minuit passé, les yeux gonflés à force de pleurer, vidant la bouteille de vin sans même y penser. Le lendemain, je me suis réveillée avec une migraine et le visage défait dans la glace de la salle de bain. J'ai passé de l'eau froide sur mes paupières en espérant atténuer les stigmates de la nuit, mais impossible de masquer que j'avais pleuré la moitié de la nuit. Après avoir préparé du café, je me suis de nouveau installée dans la cuisine, cette fois-ci devant mon téléphone. Il fallait absolument que je parle à quelqu'un qui comprendrait, à une personne qui m'avait connue avant Richard et qui saurait encore me reconnaître après lui. Il était 7 heures, un dimanche, mais tant pis, j'ai appelé Gita. Elle a décroché presque aussitôt et, à la simple écoute de sa voix, mes larmes ont recommencé à couler. Elle m'a demandé où j'étais, j'ai répondu « à la maison » et elle a aussitôt lancé « j'arrive dans 20 minutes ». Elle était là moins d'1 quart d'heure plus tard, encombrée d'un sachet de bagels, de fromage frais et de son éternel mug de café. En me voyant sur le pas de la porte, elle m'a aussitôt prise dans ses bras. On s'est retrouvés à la table de la cuisine où je lui ai tout déballé, les bagels restant presque intacts tant j'avais la gorge nouée. Je lui ai raconté l'arrivée d'Alexis, qui me prenait pour la femme de ménage, l'histoire du collier hors de prix, du séjour à Cabo, la manière dont Richard avait flambé mon argent avec sa maîtresse, en prétendant auprès d'Alexis que sa femme n'était qu'une insignifiante employée. Plus je parlais, plus Gita fulminait. Elle enserrait sa tasse à en faire blanchir ses jointures, et j'ai cru qu'elle finirait par la briser. À un moment, elle m'a regardé droit dans les yeux, et m'a demandé si je savais que Knox Mercado était le père d'Alexis. Je me suis figée, la bouchée en suspens, incapable de replacer ce nom, et puis la réalité m'a frappée, me donnant presque la nausée. Knox travaillait dans notre service exploitation depuis des années, discret, irréprochable. Ignorant qu'il avait une fille, je n'aurais jamais imaginé pareille histoire. Gita s'est approchée, me glissant qu'on devait faire attention aux retombées que ça pourrait avoir sur la société. Si Knox l'apprenait, ou pire, si d'autres employés venaient en à savoir, ça risquerait de compliquer les choses à un moment où on avait surtout besoin de calme. Elle avait raison, mais une part de moi rêvait de virer Knox juste parce qu'il était le père d'Alexis. Sauf qu'en voyant la détermination de Gita, j'ai dû convenir qu'il serait injuste de lui faire porter la faute des décisions de sa fille, et sans doute illégale. Elle m'a conseillé de garder ça pour nous, de laisser les choses dans l'état, à gérer en interne si la situation dégénérait côté professionnel. J'ai acquiescé à contre-cœur, tout en trouvant absurde que Knox puisse continuer dans ma boîte alors que sa fille couchait avec mon mari. Le reste du week-end, je l'ai passé enfermé dans mon bureau à la maison, à passer au peigne fin tous les documents financiers que je trouvais, relevés bancaires, comptes, crédits et autres paperasses. Plus j'avançais, plus je découvrais l'ampleur du naufrage. Richard cachait des relevés bancaires dans sa voiture, que j'ai découvert par hasard en cherchant les papiers d'assurance. 3 cartes de crédit que je ne connaissais même pas, toutes au maximum, toutes à nos 2 noms, avec des avances en liquide qui, mises bout à bout, frôlaient les 30 000 $ en 2 ans. J'ai aussi mis la main sur une demande de prêt pour son cabinet médical, avec ma signature imitée à s'y méprendre. Il a fallu comparer avec d'autres documents pour m'assurer que ce n'était pas moi. Il avait mis la maison en garantie pour un emprunt de 75 000 $ dont je n'avais jamais entendu parler. À chaque page découverte, la honte d'avoir cru en lui me submergeait. Comment avais-je pu passer à côté de tout ça? Comment n'avais-je pas vu disparaître des sommes pareilles? Mais je savais au fond pourquoi. J'étais absorbée par mon entreprise, à travailler 60 heures par semaine, persuadée que mon mari était honnête sur l'argent. Je lui faisais confiance les yeux fermés. Il s'en était servi pour tout trahir, menant une double vie avec une jeune femme à peine plus âgée que sa fille. Le lundi, j'étais déjà à mon bureau à 6 heures, enchaînant les coups de fil avant l'arrivée de quiconque. Il me fallait la meilleure avocate en divorce de la ville, et tout le monde ne jurait que par Palmer Hendricks. Selon le site de son cabinet, elle était réputée pour s'occuper de divorces à forts enjeux et pour son efficacité redoutable. À 8 heures pile, j'ai appelé son étude, obtenant une secrétaire à la voilasse à qui j'ai exposé la gravité de la situation et mon besoin d'un rendez-vous en urgence. On m'a d'abord expliqué que Palmer était surbooké pour 3 semaines, mais dès que j'ai donné mon nom et celui de mon entreprise, le ton a radicalement changé. On m'a mise en attente, et à la reprise de la communication,
C'est Palmer Hendricks en personne qui a pris la ligne. Sa voix était vive, assurée. Elle m'a très directement demandé pourquoi il y avait urgence. Je lui ai résumé. Mon mari avait une liaison depuis des mois, dilapidé notre argent pour sa maîtresse, falsifié des documents, jusqu'à imiter ma signature sur une demande de prêt. Elle a marqué une pause, puis m'a proposé un rendez-vous l'après-midi même, à 15h. J'ai accepté sans hésiter. Elle m'a indiqué l'adresse de son cabinet, au cœur du quartier financier. Le cabinet occupait le 40e étage d'une tour de verre qui surplombait la ville. Le sol du hall était en marbre, orné d'œuvres d'art moderne, avec à l'accueil une réceptionniste digne des magazines de mode. J'ai donné mon nom, elle m'a adressé un sourire, précisant que Palmer m'attendait. On a traversé un couloir vitré jusqu'à un bureau d'angle d'où l'on pouvait admirer la rivière et les toits de la ville. Palmer s'est levée de derrière son immense bureau en bois sombre pour venir m'accueillir et me serrer la main. Elle devait avoir la cinquantaine, les yeux gris perçants et un tailleur noir qui valait sans doute plus cher que la mensualité de ma voiture. Sa poignée de main était assurée. Elle m'a invité à prendre place face à elle dans un fauteuil en cuir. Son bloc-notes était déjà prêt, le stylo posé contre sa tempe, et elle me fixait avec une intensité qui donnait l'impression qu'aucun secret ne lui échappait. J'ai tout de suite accroché. Palmer m'a demandé de lui raconter tout depuis le début, sans m'interrompre une seule fois, se contentant de griffonner à une vitesse redoutable, le visage impassible, même quand j'en suis arrivée à évoquer les histoires d'argent. J'ai sorti le dossier que j'avais rassemblé tout le week-end, alignant les preuves, relevés de cartes bancaires qui trahissaient des dîners dans des restaurants hors de prix, achats en bijouterie, extraits de comptes affichant des avances de fonds, demandes de prêt signées d'une fausse main. Palmer a tout compulsé sans rien négliger, prenant minutieusement des notes, parfois même des photos de certaines pages. Une fois sa revue terminée, elle a posé sur moi un regard pénétrant et m'a expliqué d'un ton clair que le fait que Richard dilapide notre argent commun pour sa liaison entrait dans ce qu'on appelait la dilapidation des biens matrimoniaux, un point qui devait nettement renforcer ma position devant le juge. Elle a ajouté que la justice ne goûtait guère ce genre d'écart, surtout à hauteur de telles sommes. Selon elle, il était quasi certain qu'on obtiendrait une part plus avantageuse lors du partage, puisque Richard avait gaspillé temps avec Alexis. Cette perspective m'a soulagée, comme si je retrouvais un peu de pouvoir dans un naufrage dont je me croyais spectatrice impuissante. Palmer a ensuite voulu en savoir plus sur mon entreprise et sur un éventuel intérêt de Richard dans celle-ci. Je lui ai précisé que je l'avais fondée 8 ans plus tôt, bien avant notre mariage, et veillé à toujours la tenir à l'écart. Jamais le nom de Richard n'y figurait, il n'avait aucun droit de propriété, aucun intérêt d'aucune sorte. Là, pour la première fois, Palmer a esquissé un sourire en me disant que j'avais fait preuve d'une grande prudence. Elle m'a expliqué que, dans la majorité des divorces, c'est sur l'entreprise que portent les plus rudes batailles, mais que, dans mon cas, du fait de la séparation des patrimoines et de l'antériorité de la société, Richard ne pourrait rien réclamer. J'ai ressenti un immense soulagement en l'entendant, car cette entreprise, c'était tout ce que j'avais construit, et l'idée que Richard puisse en obtenir la moindre parcelle me rendait tout simplement malade. Palmer a consigné cela dans son carnet et m'a assuré qu'on préciserait noir sur blanc, dans la procédure, que la société m'appartenait exclusivement et que Richard n'y aurait aucun droit. Nous avons ensuite abordé la question du cabinet médical de Richard, et Palmer a repris son sérieux habituel. Elle m'a expliqué que, même si le cabinet était officiellement à son nom, toutes les dettes contractées durant le mariage risquaient d'être considérées comme communes, ce qui signifiait que je pourrais bien devoir assumer la moitié des dettes du cabinet, même après le divorce. J'ai eu un nœud dans la gorge en y songeant, sachant sa situation financière catastrophique, plus de 100 000 $, voire pire. Devant mon air décomposé, Palmer a précisé qu'il serait impératif de passer en revue toute la comptabilité du cabinet, dans ses moindres détails, pour connaître réellement l'ampleur du problème. Elle a noté qu'il serait peut-être possible de plaider que Richard portait l'entière responsabilité de la mauvaise gestion du cabinet et que je ne devrais donc pas en supporter les conséquences, mais que tout dépendrait de ce que montreraient les chiffres. J'étais là, l'estomac serré à l'idée d'hériter de dizaines de milliers de dettes supplémentaires après tout ce que Richard m'avait déjà infligé. Palmer s'est appuyé contre le dossier de sa chaise et m'a conseillé de recourir à un expert comptable judiciaire, spécialisé dans la détection des biens cachés et le traçage du moindre euro, pour examiner toutes nos finances. Elle m'a rassurée en m'assurant connaître une personne très compétente, tout à fait disponible, prête à défendre mon dossier devant le tribunal. Ce comptable serait chargé de dresser la liste précise de tout l'argent dilapidé pour Alexis, de retrouver l'origine de chaque avance de fonds et de détecter d'éventuels comptes ou dettes cachées dont nous n'aurions pas encore eu connaissance. Palmer a estimé que cela coûterait dans les 5 000 €, mais que c'était un investissement indispensable, car disposer de preuves solides renforcerait considérablement ma position. J'ai accepté immédiatement. J'avais besoin de savoir exactement ce que Richard avait fait de notre argent. Palmer a passé un rapide coup de téléphone et m'a obtenu un rendez-vous pour la fin de la semaine avec l'expert. Quand je suis sortie de son bureau, 1 heure plus tard, j'ai senti que, pour la première fois, quelqu'un était vraiment à mes côtés et savait comment répondre à ce que Richard m'infligeait. Avant de partir, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de Nox Mercado et si le fait que le père d'Alexis travaille pour moi pouvait me causer des ennuis. Palmer a reposé son stylo et réfléchi quelques instants avant de me répondre que c'était une situation complexe. Certes,
mais peu susceptible de me retomber dessus légalement. Elle m'a expliqué qu'il était impensable de licencier Knox simplement parce que sa fille avait eu une aventure avec mon mari. Ce serait vu comme une discrimination fondée sur la situation familiale et pourrait déclencher une procédure pour licenciement abusif. Palmer a ajouté qu'il fallait que j'en parle tout de suite aux RH, afin que tout soit consigné dans les dossiers et que personne ne puisse prétendre que Knox avait souffert de sa situation familiale. Je l'ai remercié avant de partir, avec le sentiment que chaque aspect de mon existence se transformait en champ de mine juridique, où le moindre faux pas pouvait être fatal. Le lendemain matin, dès mon retour au bureau, j'ai pris rendez-vous en privé avec Corey Brandt, notre responsable RH. Il travaillait dans l'entreprise depuis 6 ans, et je savais que je pouvais compter sur lui pour gérer les situations épineuses sans alimenter la rumeur. J'ai fermé la porte de mon bureau, puis je lui ai expliqué que je traversais un divorce, qu'il pouvait en découler des complications pour l'entreprise et que j'avais besoin de ses conseils pour nous protéger. Corey a pris son bloc-notes et m'a écouté sans m'interrompre pendant que je lui expliquais, en restant vague, que mon mari avait eu une liaison avec la fille d'un collaborateur. Je n'ai donné aucun nom tout de suite, exposant simplement la situation et lui demandant ce qu'il convenait de faire pour assurer ma protection et celle de la société. Corey est resté exemplairement professionnel, mais j'ai perçu de l'empathie dans ses yeux lorsqu'il m'a dit qu'il faudrait naviguer avec la plus grande prudence sur ce dossier. Il m'a expliqué qu'on ne pouvait absolument pas tenir un employé responsable des actes de quelqu'un de sa famille. Ce serait discriminatoire, et la société s'exposerait à une action en justice impossible à défendre, m'a-t-il fait remarquer. Corey estimait qu'il fallait d'abord bien tout consigner puis traiter l'employé exactement comme n'importe qui d'autre, ne s'intéressant qu'à d'hypothétiques soucis de performance le cas échéant. J'ai alors pris une profonde inspiration et je lui ai révélé qu'il s'agissait de Knox Mercado, du service opération. Corey a acquiescé, ouvert le dossier de Knox sur son ordinateur portable et a fait défiler les rapports d'évaluation et les pointages. Après quelques minutes à parcourir les documents, il a levé les yeux vers moi. Knox est irréprochable depuis 4 ans, aucun incident disciplinaire, conduite exemplaire, les évaluations sont toujours très positives. Corey a souligné que la situation se compliquait justement parce que rien, objectivement, ne justifiait un licenciement, ni même une mutation. La moindre action qui semblerait être une vengeance à cause de la liaison entre sa fille adulte et votre mari vous exposerait tous deux, personnellement et professionnellement, à des poursuites de la part de Knox, a-t-il poursuivi. Je ressentais une forme de frustration, parce qu'au fond de moi, j'aurais préféré ne plus croiser Knox chaque jour et ne pas être renvoyé constamment à ce que sa fille avait fait. Mais je comprenais que Corey avait raison de souligner les risques. Il a refermé le dossier en suggérant de bien enregistrer notre échange et de mettre en place une procédure si jamais un problème survenait. Il insistait pour traiter Knox comme n'importe quel autre salarié. Seuls ses résultats et son attitude au travail devaient entrer en ligne de compte. Si jamais Knox se mettait à avoir un comportement problématique ou que la qualité de son travail chutait à cause de l'affaire Alexis et Richard, on suivrait la procédure RH classique. Tout serait documenté à la lettre. Mais on ne peut pas anticiper une sanction pour ce qu'a fait sa fille, aussi douloureux que ce soit pour vous. J'ai accepté son raisonnement, même si cela ne calmait en rien mon amertume, et il a noté noir sur blanc le contenu de notre discussion pour en garder une trace en cas de besoin. Le soir même, de retour chez moi, je plongeais à nouveau dans mes dossiers financiers quand mon téléphone a vibré, un message de Richard. Il me demandait si nous pouvions parler, qu'il voulait tout m'expliquer et essayer d'arranger la situation. Je suis restée un long moment les yeux rivés sur l'écran, avant de me souvenir des consignes de Palmer. Dorénavant, chaque contact devait passer par son cabinet. J'ai donc transmis le message à Palmer sans répondre à Richard, en la laissant gérer la suite à sa façon. Palmer m'a répondu une vingtaine de minutes plus tard, m'indiquant qu'elle allait prévenir l'avocat de Richard et lui rappeler qu'il n'était plus approprié de m'écrire directement en pleine procédure de divorce. 2 jours plus tard, comme prévu, l'expert comptable conseillé par Palmer est arrivé, mallette à la main, affublé de lunettes qui lui donnaient un air de rat de bibliothèque. Je connaissais son nom, affiché sur sa carte, et Palmer m'avait averti, elle avait une vraie énergie de limier et ne lâcherait rien avant d'avoir décortiqué le moindre détail. Je l'ai conduite au bureau de Richard et lui ai remis l'accès à toutes nos archives bancaires, factures, relevés de cartes de crédit et déclarations fiscales des 5 dernières années. Elle s'est installée au bureau, ordinateur et calculatrice à portée de main, et s'est plongée dans ses vérifications pendant que j'essayais de penser à autre chose ailleurs dans la maison. 6 heures plus tard, elle m'a appelé, enthousiaste, pour me présenter le fruit de ses recherches. Elle avait repéré des éléments qui m'avaient totalement échappé. Des retraits d'espèces réguliers, aboutissant à des milliers d'euros, des transferts louches vers des comptes qui m'étaient inconnus, et un schéma d'achat qui montrait que Richard finançait et organisait sa liaison en douce depuis plus de 6 mois. Elle avait même préparé des tableaux colorés par thème, retraçant où chaque euro était passé, et la somme dépensée pour Alexis dépassait largement ce que j'avais imaginé. Le mercredi après-midi, mon assistante m'a informé que Knox Mercado avait officiellement demandé à me voir. J'ai demandé à Corey de venir en tant que RH, et nous nous sommes retrouvés dans une petite salle de réunion plutôt qu'à mon bureau. Knox est arrivé, mal à l'aise dans sa chemise et sa cravate, un peu plus raide qu'à l'accoutumée, s'est assis face à nous et m'a remercié de lui accorder de mon temps. Knox a annoncé d'emblée qu'il voulait poser la question franchement. Est-ce que l'histoire entre sa fille et mon mari risquait d'avoir des répercussions sur sa situation professionnelle? Je l'ai vu agripper la table, tendu par l'angoisse.
Je lui ai répondu sans détour que les problèmes personnels entre Richard, Alexis et moi relevaient strictement de la sphère privée et qu'il pouvait compter sur notre professionnalisme quant à son emploi. J'ai ajouté qu'ici, ce qui comptait, c'était la qualité du travail fourni, et qu'aussi longtemps que le sien resterait irréprochable, il n'avait rien à craindre. Knox s'est alors visiblement détendu. Il m'a remercié d'avoir gardé la tête froide dans cette affaire. Son visage s'est ensuite assombri, et il a poursuivi. Alexis m'a tout raconté sur ce qui s'est passé chez toi, sur le fait qu'elle t'a prise pour la femme de ménage et qu'elle t'a balancé des horreurs. Il a repris. J'ai été profondément choqué par l'attitude de ma fille. Je me sens honteux d'avoir élevé quelqu'un capable de se comporter comme ça envers autrui. Il a baissé les yeux, les mains jointes. J'ai fait de mon mieux pour donner une bonne éducation à Alexis, tu sais. Sa mère est morte alors qu'elle n'avait que 8 ans, et j'ai sans doute trop cédé à toutes ses envies pour compenser. Il me racontait qu'il avait voulu lui éviter le manque, qu'il s'était laissé attendrir par la culpabilité d'élever une fille seule, et qu'au fil du temps, cela avait généré chez elle un sentiment d'impunité et le goût d'obtenir tout ce qu'elle voulait, peu importe qui se trouvait sur son passage. Je me suis surprise à éprouver un brin de sympathie pour Knox, assis en face de moi, à parler de sa femme disparue et de ses regrets concernant l'éducation de sa fille. Mais j'ai conservé un ton professionnel, lui affirmant que son poste au sein de l'entreprise n'était pas menacé, que je l'estimais d'être venu m'en parler en personne, et que le mieux, désormais, serait vraiment de se concentrer sur la suite. Knox m'a remercié en souriant et a quitté la salle de réunion, tandis que Corey prenait soigneusement des notes pour le dossier RH. Ce soir-là, Richard s'est mis à m'appeler avec tous les numéros possibles après que j'ai bloqué son mobile. Je n'ai répondu à aucun appel, mais il a laissé des messages vocaux que j'ai fini par écouter. Les messages oscillaient entre excuses larmoyantes et accès de colère. Il me suppliait de lui parler dans l'un, puis m'accusait aussitôt, dans l'autre, d'en faire des tonnes et de vouloir ruiner sa vie. J'ai tout gardé, comme Palmer me l'avait recommandé, et je lui ai transféré l'intégralité des messages par mail. Le lendemain matin, Palmer m'a appelé. Elle envoyait une mise en demeure à l'avocat de Richard, lui intimant de cesser tout contact direct avec moi. Elle m'a précisé que si Richard continuait à m'appeler après réception du courrier, cela constituerait une preuve parfaite de harcèlement, de quoi fortement desservir sa cause devant un tribunal. 2 semaines plus tard, l'experte comptable est revenue chez Palmer avec son rapport complet et je me suis retrouvée face à elle pendant qu'elle détaillait chaque opération avec une précision chirurgicale. Elle avait classé toutes les dépenses par catégorie et rien que pour Alexis, en rouge sur ses tableaux, il y en avait 3 pages entières. 60 000 $ dépensés en 6 mois, entre dîners dans des restaurants inconnus, achats de bijoux, vêtements de créateurs, un week-end à Miami et la villa de Cabo, prépayée 12 000 $ par Richard. La comptable m'a sorti des reçus de dîner à 800 $ où Richard commandait des bouteilles de vin plus chères que nos courses du mois. Elle avait même retrouvé des transactions dans des hôtels de luxe à 2 pas de chez nous. Richard me jurait qu'il était à des congrès médicaux, alors qu'il flambait mon argent dans des suites à 20 minutes de la maison. Tout au long de la réunion, la comptable est restée d'un calme implacable, abattant mon mariage à grand renfort de chiffres, de dates et de relevés de comptes. Palmer, de son côté, notait tout et posait quelques questions ciblées pour épaissir le dossier. À la fin, Palmer m'a confié que ce genre de gaspillage passait très mal face à un juge, que les conjoints qui dilapidaient le patrimoine pour entretenir une liaison étaient rarement pris en pitié. Elle a déposé la demande de divorce dans l'après-midi même, invoquant adultère et dilapidation des biens communs. 3 jours plus tard, Richard a reçu sa convocation directement à son cabinet, en pleine consultation. Un choix délibéré de Palmer, qui disait qu'après tout ce qu'il m'avait fait subir, il méritait bien une petite humiliation devant ses collègues. Sa secrétaire m'a appelé par erreur, pensant que je gérais encore ses dossiers, et m'a raconté qu'un huissier était venu remettre les papiers à Richard devant tout le personnel, pendant les consultations. À peine 20 minutes après la remise officielle, le standard de Palmer a sonné. L'assistante m'a lancé « C'est Richard, il hurle ». Palmer a décroché en haut-parleur, histoire que j'entende par moi-même. La voix de Richard, furieuse et pathétique, résonnait dans le bureau. « Comment tu peux m'humilier en public et me détruire comme ça ?» Palmer l'a calmement laissé s'époumoner, puis elle a répliqué d'un ton glacial. « C'est ce qui arrive quand on utilise l'argent de son épouse pour entretenir sa maîtresse. » Richard a tenté de protester, mais Palmer l'a coupé net et lui a signifié que désormais, tout passerait par leurs avocats. Puis elle lui a raccroché au nez, sans une hésitation, alors qu'il s'énervait encore. Tout ce remue-ménage ne m'a fait éprouver, honnêtement, qu'un soulagement épuisé. Ce sentiment de voir enfin la réalité lui exploser au visage. La semaine suivante, son avocat a recontacté Palmer pour proposer une médiation, histoire d'éviter un bras de fer interminable devant les tribunaux. Palmer m'a convoqué au bureau, m'expliquant que notre dossier était solide, mais qu'un procès serait une épreuve longue, coûteuse et éprouvante. Elle a ajouté qu'une médiation permettrait probablement d'accélérer les choses et de limiter les frais, même si, de son côté, elle aurait volontiers démonté Richard devant le tribunal, si je le souhaitais. Rien qu'en imaginant un procès, à voir notre vie commune étalée en public, à devoir entendre Richard se justifier devant un juge, j'étais déjà à bout. J'ai donc dit à Palmer que j'acceptais une tentative de médiation et qu'en cas d'échec, on passerait devant le juge. Elle a trouvé l'idée judicieuse. Si Richard ne se montrait pas raisonnable, il serait toujours temps d'aller plaider. 2 semaines plus tard, la médiation a eu lieu dans une salle de réunion impersonnelle, en ville. Palmer et moi étions en avance, installés d'un côté de la grande table,
nos dossiers bien à plat devant nous. Richard est arrivé 10 minutes en retard, affalé dans un costume froissé, mal rasé, les traits tirés par la fatigue et des cernes qui lui donnaient 10 ans de plus. Son avocat, plus jeune et nerveux, jetait des regards inquiets à Palmer, manifestement pas à la hauteur du combat qui s'annonçait. Nous avons tous pris place, et j'ai plongé mon regard dans celui de Richard, ne ressentant plus que de la lassitude. L'homme que j'avais accompagné pendant 12 ans, pour qui j'avais cumulé 2 boulots le temps de ses études de médecine, avec qui j'avais tout bâti, n'était plus qu'un inconnu qui m'avait trahi. La médiatrice, la cinquantaine, a cadré la discussion et nous a invités chacun notre tour à exprimer notre ressenti sur notre mariage et le divorce. Richard a attaqué le premier, jouant la victime, expliquant « Tu étais toujours au travail, ton succès me faisait me sentir insignifiant, j'avais besoin de quelqu'un qui me rappelle que j'étais important, un homme. » Il a même osé lâcher « Alexis me fait me sentir homme de manière que tu n'as jamais su faire », balayant nos 12 années de vie commune comme si elles ne valaient rien, sous prétexte que j'avais osé réussir. La médiatrice a gardé un visage impassible, quoique j'ai bien aperçu une lueur dans son regard quand Richard a essayé de me faire porter la responsabilité de son infidélité. Même son avocat semblait gêné et tentait de le ramener à un discours moins hasardeux, mais Richard campait sur son rôle de pauvre mari accablé d'avoir épousé quelqu'un de trop brillant. Quand Richard s'est enfin tu, la médiatrice s'est tournée vers moi pour recueillir mon avis. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas versé une larme, je n'ai rien fait de ce à quoi Richard devait s'attendre. J'ai simplement présenté les faits, d'un ton posé, comme si j'étais en pleine réunion au travail. J'ai expliqué à la médiatrice que j'avais soutenu Richard pendant toutes ses années d'études de médecine, en enchaînant 2 emplois pendant qu'il se consacrait à ses cours. J'ai précisé que j'avais fondé mon entreprise il y a 8 ans et qu'elle emploie aujourd'hui 200 personnes. J'ai exposé les comptes, le cabinet médical de Richard, qui accumulait les pertes depuis 3 ans, et moi qui assumais chaque déficit sans jamais me plaindre. J'ai raconté que je remboursais le prêt immobilier, celui de sa voiture, que je finançais l'intégralité de notre train de vie, pendant qu'il jouait au bienfaiteur avec mon argent. J'ai mentionné les 60 000 $ dépensés pour sa maîtresse en 6 mois, prélevés sur notre compte commun, alimentés exclusivement par mon salaire. La médiatrice n'avait pas besoin de parler pour que je comprenne très nettement de quel côté penchait sa conviction, tandis que l'avocat de Richard se mettait à parcourir frénétiquement ses notes, comme s'il cherchait désespérément un argument pour le défendre. Palmer a ouvert son dossier et sorti le rapport du cabinet d'expertise. Elle a détaillé devant la médiatrice chaque ligne du document, chaque montant vérifié, les 60 000 $ consacrés à cette liaison, répartis poste par poste, puis 150 000 $ sur 3 ans pour renflouer le cabinet. La maison, les 2 voitures, l'épargne, tout cela financé, en grande partie, par mes revenus. L'avocat de Richard a eu une grimace qui en disait long lorsque Palmer a mis noir sur blanc tout ce qui avait disparu ou tout ce que mes ressources avaient dû compenser. Rouge jusqu'aux oreilles, il a demandé une pause de 15 minutes pour parler à son client. Palmer a accepté et ils ont quitté la salle, tandis que je restais là. Quand ils sont revenus, je n'avais jamais vu Richard aussi défait, les épaules basses, fuyant mon regard. Son avocat a toussé avant d'avancer une proposition. Richard garderait son cabinet et ses dettes, moi la maison et mon entreprise. Le reste serait partagé à 60-40 en ma faveur, histoire de compenser ses abus. Palmer n'a pas attendu. 70-30. Et Richard prend en charge mes frais d'avocat, soit 15 000 $ déjà engagés. L'avocat de Richard a essayé de négocier, prétextant qu'un 65-35 serait plus acceptable. Mais Palmer est resté ferme. Ce sera 70-30, les frais en plus, et c'est non négociable. Elle leur a rappelé que tout était documenté, et qu'aucun juge ne serait plus indulgent en découvrant l'usage qu'avait fait Richard de l'argent du foyer. L'avocat a lancé un regard à Richard, qui a acquiescé, résigné. Il savait aussi bien que moi que, vu les preuves, le tribunal ne lui laisserait aucune chance. Palmer a sorti le protocole d'accord qu'elle avait eu la prévoyance de préparer. Elle a relu les termes pendant que l'avocat de Richard prenait des notes. L'accord était très clair. Richard ne pourrait revendiquer aucune part de mon entreprise, aujourd'hui ou dans le futur, même si elle prenait de la valeur. Il devait reprendre à son nom toutes les dettes du cabinet sous 6 mois, faute de quoi il serait contraint de vendre sa patientèle pour me rembourser mes avances. Palmer avait tout prévu, la moindre porte de sortie éventuelle. L'avocat a relu chaque ligne, bien conscient qu'il n'y avait pas la moindre faille, que Richard était pris au piège. Richard a signé sans même lire, faisant confiance à l'avis de son conseil, qui jugeait la proposition inespérée au vu de sa position. Palmer m'a tendu le document et un stylo. J'ai posé ma signature sur chaque page. Le bruit du stylo sur le papier résonnait comme un verdict, inéluctable. Richard a apposé sa signature, lui aussi, sans lire, le geste mécanique, comme s'il renonçait à quelque chose qui n'avait plus aucune importance. La médiatrice a apposé sa validation, rassemblé les documents et promis qu'elle les déposerait au tribunal dans la journée. Palmer m'a glissé. Le compte à rebours de 60 jours commence maintenant. Le divorce sera officiel dans 2 mois exactement. Quand la médiatrice a quitté la pièce, Richard s'est levé et s'est approché, la main tendue. On devrait parler, j'ai des choses à t'expliquer en privé. Mais j'ai saisi mon sac et l'ai dépassé sans croiser son regard. Palmer m'a emboîté le pas. J'ai entendu la voix de Richard derrière moi, mais je ne me suis pas arrêtée jusqu'à l'ascenseur. Le hall, trop lumineux après cette salle de réunion sombre, m'a ébloui. J'ai eu besoin de souffler un moment dehors, de sentir l'air froid. Palmer a posé la main sur mon épaule.
Tu t'en es très bien sorti. L'accord est juste et protège parfaitement tes intérêts. Je suis repartie travailler, incapable de me résoudre à rentrer tout de suite. Il me fallait cet environnement rationnel. Gita était à son bureau quand je suis arrivée. À mon visage, elle a tout de suite compris et refermé la porte. Je me suis effondrée sur la chaise en face d'elle et j'ai tout déballé. L'accord, la répartition 70-30, Richard qui conserve son cabinet déficitaire, moi la maison et l'entreprise. Elle a dit simplement « C'est bien, Richard n'a récolté que ce qu'il méritait ». Puis, s'approchant de moi, elle a souligné que je paraissais trop calme, que tout cela ressemblait davantage à une transaction qu'à la fin d'un mariage, et elle s'inquiétait de me voir tout garder pour moi. J'ai répondu que ça allait, que je voulais juste passer à autre chose, mais elle s'est contentée d'un sourire dubitatif. « Je te connais, tu ne peux pas me la faire ». J'ai alors changé de sujet pour parler boulot. Elle a respecté, mais j'ai bien vu qu'elle restait soucieuse. Ce soir-là, j'ai franchi la porte d'une maison silencieuse, puis je suis restée longtemps debout dans la cuisine, le regard perdu, les papiers du divorce dans mon sac, mon alliance toujours au doigt. J'ai pris conscience que je venais de clore 12 ans partagés avec un homme que, finalement, je n'avais jamais vraiment connu. Je suis montée, me suis assise sur le lit, et les larmes sont sorties, impossibles à retenir. Pas de celles qu'on cache, non, de vrais sanglots, violents, qui venaient de loin, du plus profond. J'ai pleuré pour cette jeune femme de 25 ans qui enchaînait les boulots pour permettre à son mari de réaliser son rêve. J'ai pleuré les années à combler sans broncher les déficits du cabinet. J'ai pleuré ce futur auquel j'avais cru, des enfants, la retraite, vieillir ensemble. J'ai pleuré pour l'homme que je croyais avoir épousé, ce personnage idéalisé qui, au fond, n'a jamais vraiment existé. J'ai pleuré jusqu'à avoir la gorge en feu, les yeux bouffis, et plus une seule larme à verser, puis je me suis laissée tomber sur le lit, toujours habillée, fixant le plafond jusqu'à sombrer dans le sommeil. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées comme dans un rêve brumeux. J'avais l'impression de flotter entre deux mondes. Officiellement, j'étais encore mariée, mais Richard était parti et la maison était devenue uniquement la mienne. Je n'avais ni l'énergie, ni l'envie de changer la déco ou de bouger quoi que ce soit. Tout me paraissait temporaire, comme si j'attendais un nouveau départ sans savoir quand il viendrait. Je me suis réfugiée dans le travail, arrivant au bureau à l'aube, repartant tard le soir, parfois pas avant 21h. Gita m'observait avec inquiétude, mais n'a jamais cherché à forcer la conversation. Rentrer dans cette maison vide était plus supportable quand j'étais trop épuisée pour y penser. Un mardi, Knox est venu dans mon bureau avec les rapports trimestriels, toujours professionnel jusqu'au bout des ongles. Après lui, Corey m'a rejoint, fermant la porte derrière lui. Il m'a expliqué que Knox suivait une thérapie pour tenter de vivre avec la culpabilité de ce qu'Alexis avait fait, qu'il se reprochait d'avoir élevé une fille capable de blesser autant. Corey m'a confié que Knox n'en parlait jamais au bureau, qu'il restait discret, mais que la thérapie lui faisait du bien. Je me suis sentie prise d'un respect inattendu pour Knox, en le voyant assumer ses responsabilités, même si Alexis était adulte et libre de ses choix. Quelques semaines plus tard, Knox m'a rattrapé dans le couloir et m'a demandé s'il pouvait me parler. Il a pris 1000 précautions dans ses mots, me confiant qu'Alexis était revenu s'installer chez lui après que Richard ne puisse plus payer son loyer. Il m'a précisé qu'elle était suivie par une thérapeute, qu'elle regrettait profondément ses actes et qu'elle espérait pouvoir un jour s'excuser, si je souhaitais l'entendre. Dans son visage marqué, j'ai vu tout le chagrin d'un père tiraillé par les égarements de sa fille. Je n'ai rien répondu à propos d'Alexis. Je n'étais pas prête. J'ai simplement hoché la tête avant de m'éclipser. Knox n'a plus jamais évoqué le sujet. Par des connaissances communes, j'ai appris que le cabinet médical de Richard n'allait pas fort, privé de mon aide financière. On m'a dit qu'il cherchait à vendre, qu'il n'aurait sans doute plus d'autre issue si la situation ne se redressait pas. Certes, une part de moi trouvait justice à ce que cela ait des conséquences concrètes et immédiates, mais au fond, ce qui dominait, c'était la tristesse. 12 ans de vie commune qui s'achèvent ainsi, avec lui contraint de vendre ce rêve construit à deux, tout réduit à des questions d'argent, de tromperie, et à une jeune femme de 25 ans persuadée de pouvoir voler la vie d'une autre. 8 semaines après la signature de l'accord, Palmer m'a appelé sur mon portable, en pleine réunion. Je suis sortie pour répondre. Elle m'a annoncé que le tribunal avait validé la procédure. Le divorce était effectif depuis ce matin-là. À 37 ans, j'étais officiellement célibataire. Palmer m'a dit que j'allais recevoir les papiers sous peu, qu'elle restait disponible au moindre souci. Je l'ai remerciée, raccrochée, puis je suis restée debout dans le couloir, essayant de réaliser que tout était bel et bien terminé. 12 années réduites à 60 jours d'attente. C'était irréel, d'une platitude déconcertante, comme si j'aurais dû ressentir quelque chose de plus intense que ce soulagement étrange et un peu vide. Gita a tenu à m'emmener dîner ce soir-là, pour marquer le coup même si, on était d'accord, célébrer n'était pas le mot. On est allé dans un italien chic du centre-ville. Elle a commandé une bonne bouteille. Quand elle a servi, elle a levé son verre. À de nouveaux départs, au recommencement, au plaisir de se redécouvrir sans personne pour t'empêcher d'avancer. J'ai trinqué, m'efforçant d'envisager l'avenir avec optimisme plutôt que de me laisser happer par le passé. Le repas était délicieux. Gita m'a fait rire avec ses histoires de rendez-vous désastreux. Pendant quelques heures, j'ai presque eu l'impression de retrouver une vie normale. La semaine suivante, sur ses conseils, j'ai pris rendez-vous chez une thérapeute. Elle avait raison. Tout garder pour moi ne menait nulle part. Son cabinet baignait dans une lumière douce, fauteuil confortable, ambiance apaisante. Je me suis installée et j'ai tout raconté depuis le début. Elle m'a écoutée sans jamais m'interrompre.
puis m'a dit quelque chose qui m'a secouée. J'avais été si investie dans la vie que j'avais bâtie que j'avais préféré ignorer les signaux d'alerte concernant Richard. J'avais choisi de croire à ses mensonges, car reconnaître la vérité aurait signifié admettre avoir perdu des années avec la mauvaise personne. Elle m'a expliqué que comprendre ces mécanismes était indispensable pour ne plus les rejouer, que savoir pourquoi j'avais fait ces choix-là m'aiderait à en faire de meilleurs à l'avenir. Je suis repartie bouleversée mais plus légère, comme si, à force d'en parler, on pouvait vraiment réussir à tourner la page. 3 mois après le divorce, j'ai retrouvé un rythme qui me ressemblait davantage. Knox m'a écrit un email très formel, transité par la société, pour me demander un rendez-vous. Il précisait que c'était personnel et comprendrait un refus. Je l'ai reçu, car il avait toujours été irréprochable, et il est venu me retrouver un jeudi après-midi, nerveux, sincèrement désolé. Alexis l'accompagnait. Elle n'avait plus grand-chose de la jeune femme apprêtée d'autrefois. Cheveux attachés simplement, pas de maquillage, un jean et un pull ordinaire, loin des vêtements de luxe. Les yeux baissés, elle laissait son père s'exprimer. Knox m'a dit qu'Alexis était très impliquée dans sa thérapie, qu'elle voyait une professionnelle 2 fois par semaine et qu'elle tenait à s'excuser si je voulais bien l'écouter. J'ai croisé son regard, elle a enfin soutenu le mien, et j'ai distingué chez elle quelque chose de sincère, à 1000 lieues de l'assurance arrogante d'avant. Je leur ai fait signe de s'asseoir. Alexis a pris une grande inspiration, puis elle s'est lancée. Elle savait que les mots ne suffiraient pas à effacer le mal qu'elle avait fait, mais elle voulait quand même essayer. Elle m'a confié qu'après la mort de sa mère, elle avait grandi bien trop gâtée. Knox, voulant tout compenser, lui avait tout offert, si bien qu'elle avait fini par croire que le monde lui devait tout et devait combler chacun de ses caprices. Elle savait parfaitement que Richard était marié quand ils se sont connus, mais elle s'était persuadée que cela n'avait aucune importance, puisque, pour elle, sa femme n'était qu'une abstraction, pas une personne en chair et en os, avec des sentiments, une vie. Le jour où elle m'a rencontrée, elle a pris de plein fouet la réalité. Elle avait blessé quelqu'un, un être humain qui avait construit une maison, fondé une entreprise, bâti toute une vie, et elle avait cru pouvoir s'y engouffrer comme si tout cela lui appartenait. Elle m'a expliqué qu'elle travaillait aujourd'hui avec sa psy pour comprendre ce qui l'avait poussée à faire ces choix-là, pourquoi elle croyait pouvoir s'approprier ce qui ne lui appartenait pas, et qu'elle réalisait seulement maintenant à quel point sa façon d'agir était inadmissible. Je l'écoutais, et au fil de ses excuses, j'ai senti que ma colère s'évaporait peu à peu. Cette rage vive qui m'envahissait lorsqu'elle était assise sur mon canapé à m'insulter, tout cela s'était effacé, et ne restait plus qu'une immense lassitude. J'étais épuisée de porter ce fardeau depuis si longtemps. Je lui ai dit que j'appréciais sa démarche, sa franchise, et que je voyais bien qu'elle faisait des efforts pour changer. Je lui ai précisé que je lui pardonnais, non pas parce qu'elle le méritait, ou que ce qu'elle avait fait était excusable, mais parce que j'en avais besoin, moi, pour pouvoir avancer, pour poser enfin ce poids. Elle s'est mise à pleurer, m'a remercié, et Knox avait l'air réellement soulagé, reconnaissant d'une façon qui m'a confirmé que j'avais eu raison d'accepter ce rendez-vous. Ils sont partis après quelques minutes encore, et je me suis retrouvée seule dans mon bureau, plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. 6 mois après l'arrivée de la maîtresse de Richard à ma porte, ma vie n'avait plus rien à voir avec ce que j'aurais pu imaginer, et à bien des égards, elle était même plus belle que dans mes rêves. Cette année-là, mon entreprise a réalisé des profits records lors du dernier trimestre. Nous avons recruté 50 nouveaux collaborateurs et ouvert 2 marchés sur lesquels je travaillais depuis des années. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un que Gita m'avait présenté, un consultant spécialisé dans les startups techno, et pour la première fois, parler stratégie d'entreprise m'enthousiasmait au lieu de m'ennuyer ou de me mettre sur la défensive. Il gagnait mieux sa vie que moi, mais n'en faisait aucun cas. Il voyait ma réussite comme une source de joie, jamais comme une compétition. La maison avait retrouvé la vie, cette fois remplie de mes propres affaires, de mes envies, de mes choix, au lieu d'essayer de bâtir quelque chose avec un homme qui méprisait tout ce que je créais. Certains jours, j'allais même jusqu'à remercier Alexis d'être venu, ce samedi-là, dans sa robe griffée et avec son arrogance. Au fond, elle m'avait délivré d'un mariage qui étouffait lentement la femme que je suis vraiment.